On a besoin de solidité avant même de capacité de domination. On a besoin d'être inébranlable, un peu comme la Russie. La Russie, c'est pas un peuple qui veut dominer les autres peuples, hein. Quand on parle de la Russie qui pourrait s'attaquer à des pays en dehors de l'Ukraine, on est dans une forme là de délire total, hein, parce que Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un copain, Monsieur Tom Benoît. Bonjour Charles. Merci de nous rejoindre. Plaisir. Tout le monde te connaît, mais je te présente quand même pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître. Tu es analyste économique, entrepreneur et tu es directeur de la rédaction de la publication de Géostratégie. C'est un magazine qu'on peut retrouver sur ton site internet. Absolument, en ligne. Géostratégie.com. Absolument. Parfait. Tu connais bien la Russie, mais tu connais aussi d'autres pays, puisque tu as une vie professionnelle assez fournie dans plusieurs régions du monde. Avant de parler un petit peu des Émirats et des pays arabes, j'aimerais que, puisque tu as dit précédemment que tu étais nationaliste, patriote et libéral. Alors j'ai envie de te dire, ça c'est le modèle de Donald Trump. Est-ce que pour toi, Donald Trump, dans une autre mesure aussi Vladimir Poutine, incarnent justement ton modèle à la fois économique, sociétal et politique? Dans un certain sens, oui. Après, moi, je ne suis pas adepte d'une forme de fanatisme, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Est-ce que c'est un bon compromis Oui, c'est pas... Bien sûr, alors, je suis beaucoup plus proche de Donald Trump ou Vladimir Poutine sur ces plans-là que de Raphaël Glucksmann ou Kamala Harris, ça c'est certain. Mais après, chaque pays a des typicités auxquelles il faut adapter des moyens de gouvernance, on va dire. La capacité d'hégémonie des États-Unis, ce que fait Trump, on ne pourrait pas le faire nous. Quand on dit le Trump français, c'est pas le Trump français réellement qu'il faudrait aujourd'hui. C'est un peu dans l'idée, allez, oui, pourquoi pas, mais Trump dit un mot et que ça agace tous mes amis économistes qui vont sur, je ne citerai pas les plateaux d'ailleurs, mais qui disent que Trump se trompe et que ça ne marchera pas. Trump dit un mot, le monde entier l'écoute. Et c'est pour ça qu'il continue à le dire. Je veux dire, il dit aujourd'hui, il y a une phrase qui est dite par Trump, les bourses du monde entier s'effondrent. Ça veut dire que le 2 avril, quand Trump dit on va mettre des droits de douane, c'est pas les États-Unis qui s'effondrent. Tout ce qui est parti en cage des marchés actions des États-Unis à ce moment-là, c'est revenu sur les marchés actions américains. Ils ont récupéré 90% de ce cash. Mais c'est les bourses du monde entier. C'est l'Europe, c'est le Japon, c'est la bourse de Hong Kong, c'est les bourses du monde entier. Donc il y a une dimension d'hégémonie aux États-Unis que nous n'avons pas. Nous avons encore plus besoin en Europe de nationalisme encore plus que les États-Unis. Les États-Unis ont cette dimension hégémonique qu'ils ont tout intérêt aussi par rapport à leur insularité finalement et parce qu'ils sont un peuple aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas toujours été, à avoir une grosse capacité vraiment de domination sur le monde. Mais surtout même de domination. Nous, ce n'est pas vraiment de la domination, on a besoin de solidité avant même de capacité de domination. On a besoin d'être inébranlable, un peu comme la Russie. La Russie, ce n'est pas un peuple qui veut dominer les autres peuples, hein. Quand on parle de la Russie qui pourrait s'attaquer à des pays en dehors de l'Ukraine, on est dans une forme là de délire total, hein, parce que l'idée de la Russie qui commandait donc des pièces de machines à laver en Turquie pour faire des avions il y a 2 ans et qui pourrait aujourd'hui finalement aussi attaquer une partie de l'Union européenne, ça relève réellement du délire. Et donc, c'est de la pathologie. C'est de la pathologie. Mais c'est là où il y a quelque chose de dramatique aujourd'hui, c'est que c'est une forme de pathologie très anxiogène. On assiste à une grande période de l'inversion des valeurs qui prend le contrôle. Ça veut dire qu'on a remplacé la démocratie par la démagogie, on a remplacé justement une forme de féminisme par une anti-féminité, une forme de socialisme également par un asservissement, le libéralisme par un capitalisme dirigé, de connivence, ultra contrôlé, qui n'a rien de libéral, et on remplace toutes ces valeurs-là justement par leur exact opposé. Et les politiques aujourd'hui qui gouvernent l'Union européenne s'inscrivent totalement dans cette démarche, c'est-à-dire que ce sont des personnes, généralement, il faut quand même le souligner, parce que c'est ce qui fait aussi que l'Union européenne arrive un peu à un point de non-retour,
qui sont placés, propulsés, je ne vais pas dire placés, mais propulsés, pour une certaine forme de médiocrité. Auparavant, qu'on soit de droite ou de gauche, Mitterrand, Chaban-Delmas ou même ailleurs en Europe, même Silvio Berlusconi, on n'était pas sur le territoire de la médiocrité. Médiocre aujourd'hui, je ne vais pas les citer pour être convenable, voilà, pour ne pas être indélicat, mais on voit à quelles personnes je peux penser, qui sont propulsées justement parce qu'elles ne voudront pas prendre le dessus parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Elles n'ont pas les capacités, mais on leur donne le jeu malgré tout. Et c'est parce qu'on leur donne le jeu qu'elles prennent des décisions ensuite. La politique, c'est quelque chose de terrible, hein, parce que la politique, c'est l'autorité des parents. Et si on a un père qui est alcoolique, ivrogne et qui enlève sa ceinture pour donner des torgnoles le soir en rentrant, c'est quand même notre père. Et si on a un chef d'État qui est comparé à ce père-là, mais en étant chef d'État, c'est quand même le chef d'État. Et aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, il y a des décisions totalement erratiques qui sont prises et qui s'inscrivent sur ce territoire-là. Est-ce qu'on peut être nationaliste et bon en économie ? Alors oui, parce que justement, le principe du nationalisme est l'idée, comme je le disais, de l'intégrité et de la valeur et de la protection. Je pense que si on est bon en économie, il faut être bon en business également. Il ne faut pas être un économiste de salon. Ce qui est aussi très mauvais aujourd'hui, c'est que ce qu'on assimile à l'économie, finalement, est plutôt assimilé à une forme d'intellectualisme plutôt qu'à une logique de business. Les Émirats arabes unis, c'est le bon exemple pour ça, parce qu'il y a de vraies économies, puis on ne parle pas du ministre de l'économie pour parler de l'économie des Émirats. Hein. C'est le business qui fait l'unité de mesure aux Émirats. Ça veut dire que, par exemple, ils voient qu'aujourd'hui, il y a un gros penchant sur la fintech, sur les plateformes d'échange. Ils vont lancer des challenges pour attirer des capitaux pour que les meilleurs qui vont lancer une plateforme d'échange ou qui vont s'installer aux Émirats. Et tu regardes les introductions en bourse. 2021-2024, Paris s'effondre et les Émirats, Dubaï principalement, ça monte en flèche. Et ça dépasse Paris aujourd'hui. Le volume d'introduction en 2021-2024, ça doit être 30% plus élevé à Dubaï qu'à Paris. Pourquoi ? Parce que le politique, entre guillemets, même s'ils ne sont pas politiques là-bas, et qui ne sont même pas c'est une monarchie, prend des décisions qui vont dans l'intérêt, donc pas de leur nation, mais de leur endroit, tout simplement. Et qu'on parle d'endroit de nation, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le territoire. La nation, c'est le territoire sur lequel on est, on veut rester, dont on se reconnaît et dont on provient. Et le nationalisme, c'est ça. Et si on veut être bon en économie, justement, à échelle politique, il faut quand même se dire que ça signifie donc que c'est sur ce territoire-là, au final, que le gain doit se faire. Ça reste toujours ça. Même si aujourd'hui, on se téléphone plus qu'auparavant parce qu'on fait des visioconférences, parce qu'on peut s'appeler à l'autre bout du monde et avoir l'impression d'être au même endroit et qu'on peut faire ses affaires comme ça et qu'on n'a plus besoin de se déplacer, ce qui compte au final, c'est quand même ce qui va être amené sur un territoire. Ce que fait Trump, c'est quoi ? C'est rapatrier des capitaux aux États-Unis. Moi, j'ai m'étais une idée il n'y a pas très longtemps, si j'étais au pouvoir aujourd'hui, première des choses que je ferais parce qu'on est allé beaucoup trop loin, c'est une amnistie sur le rapatriement des capitaux. Je dirais à tout le monde, je vous donne une garantie signée de l'État français de non-poursuite et vous rapatriez vos capitaux avec des faveurs fiscales. On ne regarde pas. Rapatriez vos capitaux en France et on ne va pas vous les prendre. Je ferai exactement l'inverse de ce que fait le ministre de l'économie actuel qui dit on va taxer l'épargne et on va dire aux entreprises qu'elles vont moins gagner d'argent et il faudra qu'elles s'y fassent. Je dirais non, vous allez gagner beaucoup d'argent ici parce que la France va être un gros pays libéral et que ça va marcher et que les gens vont pouvoir vivre de leur travail et que surtout, si vous ramenez votre argent, il sera à vous. On ne va pas vous le toucher, on ne va pas vous le taxer, ni parce qu'il est là, ni parce que vous le rapatriez à l'entrée, à la frontière. Et la logique nationaliste, sur le plan économique, elle est là. Elle est de dire il faut qu'il y ait un maximum de capitaux, de cash, qui arrivent sur ce territoire-là. C'est le cas aux Émirats, c'est le cas en Russie, c'est le cas aux États-Unis, en Chine aussi, mais pas ici. La hausse des droits de douane aux États-Unis, toi, tu as perçu ça comme un rapport de force avec un jeu de négociation. Est-ce que ça a un véritable intérêt, un véritable impact sur l'économie américaine, en particulier sur la réindustrialisation Oui, alors moi je vais te donner mon point de vue. Priorité de Trump. Expliquer ça quelquefois, je suis intimement convaincu qu'au-delà de Donald Trump, l'idée des droits de douane s'inscrit totalement dans le cheminement mondialisé de la société qu'il fallait bien finalement pour continuer à lever l'impôt, imposé à la source, entre guillemets. Hein. C'est souvent dit, les droits de douane, c'est pas compliqué.
C'est l'impôt à la source du business. L'impôt à la source du salarié, c'est pour le salarié, qu'il soit smicard ou enfin dès qu'il est imposable. Et puis pour le business, c'est les droits de douane. Ça veut dire qu'après que le consommateur ou que la société paye ou pas, ça a déjà été prélevé. Donc ça, c'est en dehors même de Donald Trump. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même Donald Trump et des droits de douane. L'Union européenne voulait instaurer des droits de douane et elle en a instauré d'ailleurs et elle cherche aussi à lever des droits de douane. Donc, au-delà de ça, Trump s'inscrit dans la logique en quelque sorte de l'époque. 140% de droits de douane, personne ne peut y résister, mais même 100% de droits de douane sur des produits qui sont... Alors ça peut être sur des niches, pourquoi pas, mais par contre, sur autant de produits, sur autant de pays, des droits de douane aussi élevés que ce qui avait été infligé à la Chine, on savait bien que ce n'était pas durable. Et on sait bien que Donald Trump avait écrit un livre il y a trentaine d'années à peu près, en 1987-88 je crois, qui était pas mal sur l'art de convaincre, de négocier. Voilà, de faire des affaires. Et ce que disait Trump, c'était en substance, hein, si vous avez la capacité d'être cru, n'hésitez pas à mentir. Les gens ont besoin finalement d'adhérer à quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ils vont quand même suivre. À partir de là, vous avez la capacité d'être crédible et d'être suivi. Et ce qu'il a appliqué comme politique, c'est exactement ça. Et le monde a marché à 100%. Ce que j'ai dit sur les marchés, moi, c'est très clair. C'est que Trump savait aussi que tôt ou tard, le marché américain était gonflé à bloc et que ça allait se dégonfler. Qu'est-ce qu'il préférait aussi? Que ça se dégonfle finalement au moment où toutes les bourses se dégonflent, quoi qu'il en soit, et que ça soit récupéré aussi aux États-Unis plus tard, ou que ça se produise par la suite uniquement aux États-Unis. Il y a une opération, il explique très bien, il y a un patient malade, on est en train de faire une opération, ça amène un petit peu de remous, mais à la fin du bal, dans une période où il faut quand même qu'il y ait de l'industrialisation et où il faut qu'il y ait des entrées de capitaux, c'est ce qui va marcher. Bon, ce que j'explique depuis un moment, c'est que quoi qu'il en soit, demain, dis-toi bien une chose, c'est que les pays qui ne seront pas des pays exportateurs, qui ne seront pas des pays qui généreront réellement de la richesse, seront des pays pauvres. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, demain, ce sera le cas. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'impôt, c'est fini. Tu sais que l'impôt sur le revenu, c'était quelque chose de temporaire. Comme la contribution au revenu là, qui a été instaurée, qui est prétendument temporaire aussi en France. Et l'impôt sur le revenu qui était temporaire arrive à sa fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de déstructuration des nations et d'anéantissement également de la docilité des peuples qui fait qu'on ne pourra plus lever l'impôt comme on le levait précédemment. Par contre, c'est très simple. Les gens avaient un domicile, ils y habitaient, ils avaient un commerce en bas, ou alors ils allaient à l'usine, c'était la même usine pendant 30 ans, le même bureau pendant 30 ans, ou alors dans le même costume pendant... Donc c'était très facile, on pouvait les imposer sans problème. Aujourd'hui, ça c'est fini. Et il y a des territoires où il n'y a pas d'impôt. Mais ça existait déjà à d'autres niveaux. Pourquoi les îles Caïmans étaient les îles Caïmans? Les îles Caïmans, ça repose uniquement sur la défiscalisation. Toutes les sociétés américaines qui étaient allées aux îles Caïmans s'installer, il n'y a pas de bourse aux îles Caïmans, elles étaient allées s'installer aux îles Caïmans, elles se faisaient coter aux États-Unis ou à Hong Kong, mais au moins elles défiscalisaient. Ça veut dire qu'à certains niveaux, il y avait déjà justement ce principe d'optimisation par les lieux qui existait et qui a fait justement que il y a eu, ça on le dit assez régulièrement finalement, une captation, entre guillemets, c'est pas marxiste, mais de richesse par de très grands groupes, plus que ça n'avait été le cas au début du XXe siècle, ça n'est aperçu. Pourquoi? Parce que ces groupes-là, finalement, avaient accès à des systèmes auxquels le petit entrepreneur n'avait pas accès. Aujourd'hui, les petits entrepreneurs n'ont pas une société aux îles Caïmans jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ils l'ont. Parce qu'ils vont avoir leur société, on parlait de Dubaï, à Dubaï par exemple. Dubaï, c'est 0% d'impôt. Et ça, ce que les Français qui vivent uniquement en France finalement, mais il n'y en a plus beaucoup, qui ne voyagent pas, ou qui, parce que, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas l'économiste qui a un doctorat et qui sort de qui a sa licence, n'a pas plus de valeur finalement que le passionné qui va être sur Grok et sur Internet, aujourd'hui Grok, mais précédemment, et qui va chercher réellement à comprendre. Donc parmi les gens finalement qui ne vont pas réellement chercher ce type d'informations, ils ont l'impression que l'imposition est quelque chose d'incontournable. C'est faux. Mais comme Trump a un temps d'avance sur Emmanuel Macron ou sur des politiques qui gouvernent l'Union européenne, il sait que s'il veut rester dans la course, l'exemple, c'est pas la France, c'est plutôt les Émirats arabes unis, et qu'il va falloir être concurrentiel avec ces pays-là, avec ces zones-là. Pourquoi les baisses d'imposition, les droits de douane et tout ce qui permet justement de générer de l'activité à l'intérieur des USA. Alors, il y a un mouvement aussi
contre lequel Trump essaie de lutter, il a d'ailleurs été assez menaçant, c'est la dédollarisation du monde financier. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu y crois? C'est compliqué. C'était une mode. Oui, il y a eu la grande. C'est lié aussi à l'émergence des BRICS. Comment tu vois aujourd'hui, on en est où de ce terme dans la réalité économique? C'est une démonétisation, c'est pas une dédollarisation en réalité. C'est quand on parle de dédollarisation, c'est pas la fin du dollar au bénéfice d'autres monnaies. Alors là, on avait vu que l'euro avait un peu monté. On se dit, est-ce que l'euro va durablement être plus fort? Non, pas du tout. C'est conjoncturel et surtout, ça reposait pas sur des logiques économiques ou industrielles, cette montée. Les Chinois, il faut bien savoir que s'ils voulaient aujourd'hui, ils auraient une monnaie beaucoup plus forte et ce serait tout à fait logique. Ils ne le veulent pas tout simplement pour pas qu'il y ait de fuite de capitaux. Ça, j'ai expliqué ça régulièrement, c'est très clair, il suffit d'imager les choses. Les Américains, les Européens, ça fait des décennies, même des siècles, qu'on domine le monde et qu'on est allé se le payer, qu'on est allé se le procurer. Les Chinois, c'est nouveau. Donc si on leur donne la possibilité de sortir avec leur argent, ils vont vouloir acheter Monaco, ils vont vouloir acheter Los Angeles, ils vont aller de partout avec leur yuan, ils vont l'acheter, c'est des capitaux qui ont quitté la Chine. Voilà pourquoi il y a une faible convertibilité du yuan, du renminbi chinois, qui fait que le renminbi n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les fluctuations des monnaies n'ont plus la même importance et surtout plus la même logique, déjà qu'initialement post-Bretton Woods, mais même qu'après la période de l'instauration d'échanges flottants dans les années 80, et qu'on est finalement à un degré un peu d'égalité, je dirais, où la monnaie, quoi qu'il en soit, n'a déjà plus d'importance. Quand je vois des gens qui me disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut garder de l'euro, il faut garder du dollar aujourd'hui », je leur dis « il faut garder rien de tout ça sur 10 ans. Vous n'avez aucun intérêt à garder de l'euro ou du dollar sur 10 ans. Bien sûr que ça va perdre une valeur absolument phénoménale et que ça va être sans précédent même par rapport au temps passé. » Ce que je vois évidemment, c'est que la future technologie aujourd'hui qui va être monétaire, ça passera par la blockchain, incontestablement, et qu'elle va être beaucoup plus polarisée. Aussi, comme j'ai expliqué régulièrement, ça va se faire un peu par le Bitcoin, un peu par les crypto-monnaies, un peu par des monnaies numériques de banque centrale, mais que, évidemment, que les pays qui sont assez solides économiquement vont créer des architectures qui vont être plus stables et que les futurs dollars vont plutôt se retrouver, en tout cas comme architecture monétaire, au Moyen-Orient, en Chine, pour les pays des BRICS. Et peut-être que les Américains se mettront à la page aussi pour rester une grande puissance. Les Américains s'adaptent très vite au tournant, contrairement aux Européens. Ils peuvent changer de paradigme. Personne fume aux États-Unis, c'est eux qui ont instauré la cigarette partout dans le monde. Nous, on continue à fumer. Il y a une capacité de résilience aux États-Unis qui est phénoménale. Donc le dollar, la perte de puissance du dollar, elle est inéluctable. Là où c'est très compliqué aujourd'hui, c'est que tu sais, c'est dur parce que quand on donne, entre guillemets, des conseils, c'est pas des conseils, mais des analyses et qu'on apporte une forme de réflexion sur les choses, généralement, il y a un réflexe de la part des gens qui est de vouloir qu'on leur dévoile l'inconnu, mais sans leur dévoiler. Ils veulent qu'on prédise l'avenir, mais sans dévoiler l'inconnu. Et donc, si on leur dit le dollar va baisser, toutes les monnaies fiat vont baisser, l'or, aujourd'hui, à l'instant T, c'est cher, mais ça va prendre de la valeur sur les années, mais les marchés actions, je ne suis pas confiant. Ils disent, ouais, mais quoi d'autre? Et on leur explique, on leur dit tout simplement le business. Pourquoi? Parce que c'est le business qui prend le dessus. Ça veut dire que, comme j'expliquais précédemment, tu prends la bourse. La bourse, c'était quoi? Ça mettait en relation des investisseurs et des entrepreneurs. Aujourd'hui, est-ce que tu as besoin qu'il y ait un opérateur de marché, un gros opérateur de marché par zone, donc aux États-Unis ou en Europe, pour mettre en relation finalement investisseurs non. Parce que on va se parler, toi et moi. Moi, je vais t'expliquer que je vais faire venir un bateau du Brésil et que je vais stocker une cargaison de café à Marseille et que je vais la revendre beaucoup plus cher et que je vais te dire, il me faut 500 000 euros pour faire ça. Et je peux te garantir 8% sur une année. Et tu vas me dire, c'est très bien, je te signe une reconnaissance de 500 000. Après, et les business se font. Et ça, c'est pas la bourse. Ça s'appelle le business. Je donne un exemple pour imager, mais ça va se faire tellement régulièrement que les investisseurs, qui ne sont pas, il ne faut pas croire que l'investisseur, c'est quelqu'un qui fait partie d'une race à part, qui a de l'argent à tour de bras et qui cherche à le placer. C'est des gens finalement qui se retrouvent à un instant précis avec de l'argent et qui ne veulent pas le perdre ou qui veulent le faire fructifier. Et ces gens-là vont avoir tellement d'autres occasions par la vie des affaires, le business en anglais, qu'ils vont s'extirper des schémas institutionnels
Et donc, évidemment que les grosses capitalisations qui raflaient tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, les gens qui ont 60 ans encore aujourd'hui, je dis 60 ans parce qu'on a 60 ans, généralement, on reste un peu campé, entre guillemets, sur ses positions. Pas toujours, attention. Mais ils vont encore sur les marchés actions, et même souvent sur l'obligataire. La majeure partie de l'épargne des Français aujourd'hui de 60 ans, ça va finalement sur des fonds euros. Ils achètent la dette de la France. Je ne crois pas que les gens qui auront 40 ans, 50, 60 dans quelques années, qui en ont 20, 30, 40 aujourd'hui, vont se dire « Ah oui, à part acheter une action Amazon ou de la dette de la France ou des États-Unis, il n'y a rien d'autre ». Donc ça veut dire que la bourse va perdre aussi de sa superbe à ce niveau-là. Et on le voit sur toutes les zones qui montent. Tous les pays pour comprendre l'avenir économique, il faut aller sur le terrain aussi, c'est-à-dire se frotter aussi à ces zones-là professionnellement pour essayer d'y faire des choses et en faire aboutir. Donc justement Moyen-Orient, l'Asie aussi, et aussi la Russie dans une autre mesure, mais parce que ça donne quand même une lecture assez exacte d'une forme de stabilité économique. Et il faut voir ce qui s'y passe. Est-ce que la bourse est importante là-bas? Non. La bourse en Russie, ça compte pas. La bourse, la place financière de Dubaï, ça compte pas. Il y a une bourse à Dubaï, ça n'a pas d'importance. Pourtant, les groupes, Aymar, le gros promoteur de Dubaï, est coté en bourse, mais ça n'a pas d'importance. Et il y en a même qui se font délister. Tu regardes DP World qui gère le port de Dubaï, ils ont voulu sortir, alors qu'ils étaient cotés, pour reprendre le contrôle, non, c'est plus compliqué que ça, mais aussi parce que ça leur apportait pas spécialement. Et ils ont pas, c'est pas l'idée. Là, c'est le cas de la famille Mullier en France avec Auchan, Leroy Merlin, exactement, qui ont toujours refusé d'être cotés Et ça va être le cas de plus en plus, parce qu'avec les tourments aussi, il y a une telle euphorie aujourd'hui ou dépression sur les marchés qui peut fluctuer, une cyclotimie pour ainsi dire des marchés financiers, qui fait que ça fait peur aujourd'hui de se faire coter. Et tu as une société comme CMA CGM aujourd'hui, si tu es Rodolphe Saadé, tu te dis attends, je vais me faire coter, on va prendre un peu de cash au départ, mais on va garder des actions, et ensuite Trump va dire le marché le commerce international va s'arrêter. Tout le monde vend CMA CGM, l'action vaut plus rien. Machin. Donc c'est trop risqué aussi par rapport à ça. Réseaux sociaux, hypercommunication, tout va plus vite. Autant dans les aspects négatifs que ça va amener, donc je ne suis pas en train de dire que la bourse c'est terminé, que ça va se finir demain, mais je suis en train d'expliquer que dans le monde de demain, oui le dollar aura moins d'importance, oui les systèmes boursiers, les places financières telles qu'elles sont institutionnalisées auront moins d'importance, et qu'il va y avoir des polarisations et qu'il va falloir être... mais c'est plutôt mieux, hein. C'est pas, on est réellement en train d'assister à cette forme qui a été tant annoncée de démondialisation, entre guillemets, mais de relibéralisation des choses. Un petit mot pour nos abonnés qui sont passionnés de géopolitique ou de géostratégie. Tu parles des Émirats, tu parlais de Dubaï. Aujourd'hui, cette région du monde est devenue, selon toi, le carrefour économique, des relations économiques entre l'Asie, l'Europe occidentale, l'Afrique subsaharienne, les États-Unis, c'est vraiment devenu le carrefour de l'économie? Oui, déjà, question de proximité, parce que c'est quand même je ne sais pas combien de milliards finalement de consommateurs il peut y avoir dans un périmètre aussi restreint par rapport, si on prend le Moyen-Orient, donc Émirats, Qatar, cette partie-là. Le gros poumon, c'est quand même les Émirats, aussi l'Arabie Saoudite qui avance très vite. Donc en effet, il y a les Asiatiques, nous, c'est 7 heures de vol pour faire un Paris-Dubaï avec 3 heures de décalage. Il y a l'Afrique, ça veut dire que le port de Jebel Ali à Dubaï, aujourd'hui, c'est un port qui accueille même des voitures d'ailleurs qui sont exportées parfois de l'Union européenne, qui arrivent à Dubaï et qui repartent ensuite vers l'Union européenne parce que Dubaï est défiscalisé, ou qui repartent vers la Russie. L'or, tout l'or qui est acheté, les tonnes d'or, parce qu'il y a beaucoup plus d'or que ce qu'on imagine, entre l'or qui a été, on va dire, comptabilisé depuis la nuit des temps et l'or qui circule, il y a une différence énorme. Et tout l'or qui est extrait en Afrique, il passe par Dubaï. Le commerce mondial de l'or, 30% de sa part passe par Dubaï, aujourd'hui. Chiffre officiel, 30% du commerce mondial passe par le port de Jebel Ali à Dubaï. Donc, il y a cette logique de positionnement et puis de stabilité. On sait qu'il n'y a pas de problème, donc sécurité, les cargaisons ne se font pas voler, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de risque économique, on est au milieu de tout, c'est très numérisé. J'ai passé un bateau à Jebel Ali aujourd'hui, il n'y a pas de CGT à Dubaï qui va te dire que les dockers sont en grève et que ça ne pourra pas. Non, tu sais que ça se fait en une journée, il y a le dédouanement. Ça compte aujourd'hui dans les... énormément. Si tu vas au port
Tout ce qui est réexportation, par exemple, qui est un marché colossal dans l'import-export aujourd'hui. On fait venir et puis on réexporte ensuite parce que d'autres pays ont des demandes, on empaquette différemment parfois, mais même si c'est de la réexportation immédiate, on peut avoir besoin d'avoir des dédouanements très rapides, et en Europe c'est très compliqué. Quand il va falloir 4 jours pour avoir un dédouanement au port du Havre ou à Marseille, il va falloir une journée au maximum au port de Jebel Ali, à Dubaï. Et surtout, on est certain qu'il n'y aura pas de problème. On sait qu'il n'y aura rien de volé, qu'il n'y aura aucune grève, qu'il n'y aura pas de... Donc c'est toute cette stabilité aussi qui fait qu'il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Et pour la Bourse de Paris, c'est ce qui est inquiétant. C'est que si toutes les sociétés vont se faire coter ailleurs aussi, un peu comme c'est le cas quand tu vois même des sociétés qui étaient cotées ici qui vont se faire coter à l'extérieur. Est-ce que tu imagines qu'il y a des sociétés qui ne sont pas d'ici, qui sont en création et qui vont avoir la mauvaise idée de venir se déclarer, avant même de se faire coter, mais se déclarer à Paris? Non, parce que si elles se disent, quoi qu'il en soit, je n'irai pas me faire coter à Paris. Si je fais des affaires, par exemple dans l'import-export, c'est compliqué. C'est pas, il vaut mieux que la société soit basée déjà à Dubaï, par exemple, ou en Suisse, en Europe. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune société qui va s'installer ici. Donc, le drame aujourd'hui des politiques européens, c'est qu'ils sont en train de donner tous les signaux pour que les entreprises aujourd'hui qui pourraient avoir l'idée de prendre des marchés qui sont mondialisés, quels qu'ils soient, se disent, mais quoi qu'il en soit, ne faisons pas le mauvais choix de nous baser à Paris. Petite question pour terminer, est-ce que tu as des nouvelles de Jean-Noël Barrot? Non, je n'ai pas de nouvelles de Jean-Noël Barrot, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite. Tu pourrais peut-être le conseiller sur les questions économiques Je conseille uniquement les gens qui veulent recevoir des conseils, généralement. Sinon, c'est du viol. Quand j'ai commencé, moi, j'avais une agence immobilière très jeune, et il y avait un certain Marc Brimeux, qui est un grand réseau d'agences pour lequel j'avais travaillé, qui disait à ses agents immobiliers, lorsque vous arrivez chez un client, vous le regardez dans les yeux et vous lui dites vous voulez que je vous dise combien vaut votre maison? Et là, vous laissez un blanc. Et il y a un moment où ils disent oui. Et il dit, si vous lui dites pas ça, c'est du viol. Là, il y a un consentement. Donc c'est un peu ça. Voilà, si on conseille quelqu'un, il faut qu'il y ait une volonté. Et il n'y a pas de volonté chez Jean-Noël? Je crois qu'il y a une volonté surtout de respecter un agenda. Alors est-ce qu'on peut finalement jeter la question pour terminer, pour clôturer sur la boutade, là, c'est assez finalement... est-ce que les personnes qui s'inscrivent dans la patte de Jean-Noël Barrot, ou que ce soit Bruno Le Maire, sur le sujet russo-ukrainien, sur toutes les questions économiques, qui n'est pas ma patte, c'est tout le monde le sait. Patte fédéraliste, voilà. Très socialo-centriste aussi, voilà, étatique. Le fond, pour de mauvaises intentions, ou simplement aussi par occasion, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme aussi. Et je dirais que je pardonnerais plus l'opportunisme, parce que je pense que si la société avait tendance à changer de cap, on verrait bien des personnes qui individuellement changeraient de cap, elles aussi. Tom, merci pour cet entretien passionnant. Merci Charles. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Tom Benoît, à la chaîne YouTube d'Omerta pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et d'aller voir sur ton site internet sur YouTube, Tom Benoît et géostratégie.com. Absolument. Pour trouver ton excellente revue en ligne. Je vous dis à très bientôt.